Bonjour à toutes et à tous. Hi, Beatrice. We are really happy to welcome you today. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Béatrice Crenat et Véronique Blum pour vous présenter deux choses. D'une part, donc l'heure de présentation ou l'heure et quart de présentation se déroulera de la manière suivante. Dans un premier temps, nous, euh, nous, euh, euh, nous pourrons écouter Béatrice Crenat, donc, qui est une scientifique chercheur au Centre de résilience de Stockholm, qui nous montrera et qui nous fera la démonstration de son système, enfin comment dire, de sa méthodologie, de son outil qui s'appelle Earth System Impact, donc qui calcule les impacts sur l'eau, les sols et les émissions. Donc, elle vous en dira plus et nous sommes donc très, très curieux de voir son outil. Et puis, dans un deuxième temps, Véronique Blum, donc, qui est professeure, chercheur associé à l'Université de Grenoble, nous présentera et qui est donc titulaire de la chaire MapMonde, dédiée au secteur financier, mesurer autrement pour un monde durable et soutenable. Eh bien, Véronique nous fera la présentation du programme de recherche de la chaire MapMonde, à laquelle sont associés aujourd'hui plusieurs partenaires et dont on vous fera la présentation. Et, et nous aurons peut-être quelques minutes pour pouvoir échanger sous forme de questions-réponses. Véronique, voilà, à l'idéal, si c'est possible, nous le ferons comme ça. Alors, encore une fois, ravi de vous accueillir. Je passe la parole à Béatrice Crenat, que je remercie encore. Béatrice, your turn. Okay, I hope you can see that. Veronique, I'm looking at you. Yes, great. This was the introductory slide. Sorry, maybe I should have had that up earlier, but let me go on then to say thank you very much for inviting me to speak. I'm sorry I can't present this in French. I wish I could, but my French is not eloquent enough, so I'll have to do it in English for now. But what I will talk about today is a prototype tool, I want to call it. This is not a commercialized product. It's very much grounded and emerged out of science, and we're hoping that it can remain as a sort of open access tool for everyone, but we'll see where we go with that. But it is a tool that will help us move beyond carbon and capture what we refer to as Earth system impact, and I hope I will try to make it that clear what we mean by that. But it's not a tool to capture detailed changes to biodiversity per se, but a way to assess key environmental pressures, I would say, that lead to, among other things, biodiversity loss or change. And simultaneously, and I think that's the additional novelty of this, is that it provides us the ability, as the name suggests, to also capture the systemic impact of investments on the Earth systems. I'll try and explain what I mean. And there are the two scientific peer-reviewed papers that are the sort of form the basis of what we've done. So I want to start with the perhaps obvious to people in this room, I'm not sure, but as you know, life regulates the planet. Earth, oceans, the forests, our terrestrial ecosystems, they all contribute to soaking up around about 50% of the carbon emitted into the atmosphere by us humans. And in fact, if it wasn't for the living biosphere, which the living part of the planet, which I often refer to as biosphere, absorbing huge amounts of carbon, we would have passed 1.5 degrees. So in short, our ability to mitigate severe climate change and related environmental change is going to largely depend on our ability to not just reduce our emissions, but also to ensure that we rapidly reduce the harm to our natural carbon sinks and, of course, the biodiversity that maintains those. But how much carbon a terrestrial ecosystem can sequester or store, that is actually very much a function also of how much water, for example, is available for plants to grow. So that's why we're focusing on carbon, land, and water. So let's take a look at some of the key interactions between climate change, land cover, and water, and in fact, actually biodiversity that we have. And I don't know how familiar this audience is with the notion of planetary boundaries, but there is such a thing called planetary boundaries. It's a framework to describe the limits
to the impacts of human activities on the Earth system, beyond which the environment may not actually be able to self-regulate anymore. And this would mean that the Earth system as a whole would leave this period of relative stability that we have experienced for the last 20,000 years, in which our societies have developed, and would start to become perhaps a lot less stable and more fluctuating. So in this tool, we focus on these four. Sorry, yes, I meant to say also that obviously carbon, water and land are 3 of these 9 boundaries. And if you have heard about it, that's great. But you often don't hear people talk so much about the fact that they interact. They're not isolated in silos. And these 4 things that you see on the right-hand side, they represent 4 key interactions that have been well established in the scientific literature and that we know exist. And they are, just to explain, we'll see that climate will be affecting what grows in a particular place because it alters rainfall, it alters the temperature and even carbon concentration. So that determines what ends up growing and how much in a particular place. At the same time, that vegetation, what it is and how much, is going to determine how much carbon gets stored in that biomass or released back into the atmosphere. Similar, like the climate will determine changes in rainfall distribution, and that in turn will determine how much water flowing into lakes and rivers that you will have. But how much grows and what in a particular place is also going to be determining soil, how much of water that actually penetrates the soil, for example, and goes down into groundwater, or flows over land into our waters and lakes. So there you go. These are interactions that are critical for how the Earth system operates, and the tool that I'll be presenting now actually incorporates all 4 of them. And I think I will just move on to say that, yes, it captures those 4 things that I've just said, 2 things, sorry, that it goes beyond carbon to capture land and water, captures interactions between these. And the third thing is that it distinguishes impacts on land and on freshwater by region and also by vegetation type. So in other words, it captures location specificity. And because this is important and perhaps also known to this audience, but because all environmental impacts other than carbon, or maybe some other climate gases like methane, for everything else, it matters where an impact happens. And so the severity of a particular environmental impact is always going to be context dependent. Of course, it doesn't matter where we release a carbon atom, but for this, it matters. So, and the third thing that the tool can do is that it accounts for total availability in a particular site in a particular region. And we do that by using what we call, or what is referred to as, regional guardrails. So these are, the planetary boundaries provide boundaries at a global scale, but some of those boundaries are not global. Like for carbon, we have a global carbon budget, but for land and water, it doesn't make sense to have a global budget. These are regional, like regional limits. And so they're called regional guardrails. And that's what this tool is pinned to understand the limits. And basically, these guardrails are scientifically determined limits on the acceptable levels of interference in the Earth system. Beyond, if we pass beyond these guardrails, there may actually be tipping points that start to compromise Earth system function. So we include these, and again, because place matters. So just to give you an example, if we extract 10,000 cubic meters of water in a very dry or arid place like the North American plains, it is going to have a different kind of impact on the Earth system than if we extract the same amount of water in a very wet place like the Amazon. So, okay. That was it for sort of like, these are the 4 key principles that the tool covers. Now, I'm not going to go into super detail about the method because it's quite technical, but let me run it through. If you have questions, you can ask afterwards. But yeah, there's 2 parts to it, basically. There's the development of the metric, and then we tested this metric on the mining sector, and I will show you briefly because that's when it starts to get interesting, showing how you can actually use it. The development of the metric is composed of 2 parts. So the first one is we use a dynamic global vegetation model, a very famous one that is used widely in the world called LPJ-ML, whatever. And that model splits up the world into 0 by 0
0.5 by 0.5 degrees of the Earth, so little tiles, and it simulates the abundance of different natural vegetation types, crop types, simulates changes in temperature, water availability, and so on and so forth, even water flow and how that penetrates through soil. So it's quite a sophisticated way to understand and predict what changing emissions and what changing water flows will do to vegetations or ecosystems in a particular spot on the Earth. Okay, so we take that model and we run it hundreds of times to get out of it so-called interaction strings. And those interaction strings indicate these feedbacks, the 4 feedbacks that I spoke about. Okay, we then use those to construct a simple feedback model to understand these effects on the interactions they're having on amplifying pressures on water and on land and on the climate. So going back to that interaction picture, recall what I said, that climate, water, land interacts and creates these feedback dynamics. Well, we need to capture those somehow, and we get those through amplification factors, which come out of these 2 steps. Okay? And amplification is really just the extent to which carbon emissions and land cover change is amplified by these interactions. Again, how we actually construct the metric is by taking those amplifications, combining them with the state. Remember the guardrails, we need to account for how much is actually there at any one point when it comes to land and water. And it gives us this. This is the actual metric. I know it looks really like, okay, what do we do with this? But essentially, the metric is just a number. It's a factor by which one then multiplies the direct impact that is reported by any one company for their assets. And that's what you're looking at now. And I'll explain how we use it. So we tested this metric then on the mining sector. And the way that we did that was that we just picked the 5 top companies based on market cap for 2 NACE industry codes, so mining of metal ores and precious metals production. And then we gathered the data. You need 4 data points for this. 3 basically, like water consumption, land use, and CO2 emissions for any asset that you want to understand the impact of. But of course, you also need some kind of geospecificity. In this case, we had mine coordinates, but it doesn't have to be as precise as that, but we do need to know where on the planet this is happening. Okay. In our case, sometimes we had it by mine because some, as you know, in the mining sector, some companies actually report quite well. But sometimes it was by region and sometimes even by company. And when you get that kind of data, then you have to start to impute values instead. And then when you're estimating or imputing environmental pressures, you do it by taking things like production volumes that the company might have or report, even revenues sometimes. And then using life cycle analysis, for example, to then estimate through, taking production reports and using life cycle analysis and emission factors to calculate or estimate, for example, emissions for a particular mine. And you can do the same thing for water or for land use. Here, in the case of mining, we had the luxury of having a global mining database, so you can actually pinpoint exactly where they are and we can know how much land they disturb. Some data validation, and then you apply the metric. And what applying the metric actually looks like is like this. Let's see. This is one particular mine, so one asset for a particular company. And the 3, as I said, corporate disclosures that you would need is emissions, water consumption, and land use. And these signify then the environmental pressures that I spoke about. With that and with the location, as I said, we know, for example, that this mine is located in the US here. And because we have this, the vegetation model behind as a part of the tool, we can immediately with that location know that, okay, well, it's in this particular vegetation type. And then the tool will go to the North America and to grassland C4 here, and it will apply this particular amplification factor or ESI factor, sorry. And what it gives you is just this. And all you have to do is basically put this into an Excel file and it will plop up the carbon ESI, the water ESI, and the land ESI, which are basically just your actual water, say, footprint, but amplified by the fact that they interact.
And you will also get a total ESI measure. Okay, so what do you do with that then? Well, this this graph shows the assets, all the mining assets that we looked at, which was like 180 or something. And it just orders them according to total ESI. And this shows that even though several mines can have a similar total ESI score, like you see some of them here are kind of similar, the type of pressure that causes that impact, that total Earth system impact, is actually different. Sometimes that impact is driven by water, which is in blue, and sometimes by land, or sometimes even like for this mine, it's mostly by carbon for some weird reason, actually. And this is a result of the fact that location in the different ways that I've explained matters. You know, sometimes land is the critical factor. Other times, maybe water is extremely important because your mine is located in an arid region. And so your total impact on the planet is going to depend on that. Okay, now this is basically just showing you what the kind of output might look like. So you will always get the total and then split into these three Earth system components. Now, take the same graph and imagine that this represented, for example, the assets of one of your companies or a company in your portfolio, for example. And this is the kind of information that we think can really help target setting and prioritization of efforts to reduce negative impacts in a more informed way. So I'm thinking, and maybe I'm wrong, and we can discuss this, but that you could use this to identify, for example, assets in your, if you're a company, you could identify which are the assets that are really problematic from an Earth system perspective. We see quite an elbow here in the curve. And then you can look at and say, well, okay, these top ones, what is it that's the problem? Well, we can see that for two of these, it's our water use. And we need to really think about how we make our water use more efficient. In this one, for example, it's much more about the land. Maybe we're in a very sensitive region and we need to be considering that much more. If you're an institutional investor and you're in the, you engage with boards on various topics, well, then this is the kind of thing that I imagine you could ask companies to themselves get the data and then discuss these kinds of things to say like these, to sharpen your engagement and really point to them to like engage with these assets in their own portfolio, and being able to say to them, it's not just in general carbon emissions. You need to look at land, you need to look at water and how you're using it. So what's the added value of this score then? Well, kind of going back to what I said at the start, the whole point of this is to try and go beyond carbon to capture also other drivers behind biodiversity loss, but other things that affect climate change and the sort of Earth system. And this is the same graph that I just showed you. Oh, sorry, it's not the same graph, but it's exactly the same data. And here we've taken, being not able to sort of communicate, everyone's familiar with carbon intensity, right? So here we have the carbon intensity for all of these assets, which is just our carbon divided by the revenues in our case. So we've done the same thing for ESI, taken ESI, dividing by revenues, and then plotted these according in descending order of carbon intensity, which is this black line you see here. So if this didn't add anything, you would see these bars slotting or showing the same pattern as the black line, but they don't, right? And this is because we see that actually some assets that have a fairly low, you could say, carbon intensity actually appear to have a very high ESI intensity here, here, here. And this is because these are assets that don't necessarily have a super high emissions per se, at least not per production value or per revenue, but rather very high land footprints or water footprints. And this is the kind of thing that you would miss if you would only be taking a very carbon focused assessment. Right, I'm about to finish off, but let's just look at then how we, from where we're sitting as scientists, imagine that this could be used. And I've already said it a little bit. One thing would be, of course, to identify assets that have a high impact and should be prioritized for various improvement measures. Now, I recognize that the data, asset level data like this, it's not something that companies report on a regular basis. So, and certainly not, at least
They may have it, but it's not something that we see in the public domain. So it may be very difficult to actually be able to say, like, we're going to look at all the companies in our portfolio and try to understand which ones have the biggest impact. We're not there yet. But if you already know some companies, which I'm sure you may do, that are problematic in your portfolio, you're probably already engaging with them, then this can be a decision support tool, as I see it, where it can help you sharpen, as I said, your engagement. And if you're an individual company, particularly one that has assets in multiple locations, then this could also be a support tool to really identify your hotspots and help you set targets to improve overall performance and be more sharp about that. We're also at the moment testing this with venture capital, a couple of venture capital providers, and project financing to understand how we can also use it more as a decision support tool for, for things that haven't happened yet. So venture capital, where are you going to be sourcing from? Where's your startup? Where is it going to be sourcing from? And run different sourcing scenarios using these tools to see which would give a bigger impact. And that can help inform how you sort of set up your supply chains, but also where you perhaps build. If you're a startup that needs to build plants, then where would you perhaps look to locate those to minimize your impact? Of course, in an ideal world, I'd see that this kind of impact assessment could be used actually for inclusion and exclusion decisions, but for the reason that I said, we don't have that kind of data resolution at the moment, so that's not something I think can be done. But maybe down the line, as reporting is changing rapidly. And so is this a silver bullet? No, it's certainly not. It is just one way to cut or to look at environmental impact. I think it's better than before, and I think it does help us go beyond carbon at least and capture the interactions and really get at systemic Earth system impacts, which I've seen no other tool do. But it's not going to be the only environmental impact assessment that you're probably going to need. So in summary, just back to the ESI tool, it is systemic, it is context sensitive, and it's science-based. And we think that it allows companies and investors to capture a wider set of environmental dimensions while also accounting for regional availability, for key interactions, and then, as I said, the amplifying effects of these on global environmental outcomes. And just, of course, I'm a scientist. I need to just always flag limitations as well. But I just a word of caution that, of course, if you were to use just the total ESI and compare that between assets and say it might actually hide which of the components are most critical. So that I would caution against that. Because it's when you start to break it down and look at which component contributes to the actual impact, that's when it becomes interesting. If you only use this tool, for example, it could risk saying, downplaying the importance of local impacts on, for example, biodiversity, because this is not a tool that's ever going to capture local biodiversity explicit impacts. But as I said, it can do a decent job of capturing some of the key pressures that cause biodiversity loss in a particular area. So I'm going to finish there. I think just before I just want to show, if you're interested, there's more information in the brief, and I will share this slide deck with Veronique if anyone would like after. But there is also, give me a second, here. There is a website where we try to showcase this, give you a bit more details, the background. Here is a way to see with dummy data that we have provided what it would actually look like. You can even play around with it and input your own asset data, just if you have anything, if you want to test it, and it will show up here if you refresh. The instructions for how to do it are there. But perhaps if you want to take it home and play around with it, this is a zip folder where you can download both the actual Excel file, which has the tool behind the scenes, and all you have to do is enter the three the three data points: water, land, and carbon, plus a location. And it'll do the job for you. And there's also a handbook for how to do that if you want to try and play around with it in your own time. I'm going to finish there. Thanks very much for your time. And I guess I will stop sharing my screen.
La deuxième partie de cette présentation, je vais vous présenter le programme de recherche de MapMonde. MapMonde est l'acronyme de la chaire de recherche qui s'appelle Secteur financier, mesuré autrement pour un monde durable et sociable. MapMonde est placé sous l'égide de la Fondation du risque et l'Institut Louis Bachelier. Et MapMonde va donc mener des travaux au service du secteur financier et des acteurs économiques en général pour les aider dans leur adaptation à la transition écologique et dans leur application des réglementations de durabilité. MapMonde a pour fondateur et partenaire économique Cyburn Impact, présidé par Cyril Vu, qui nous a fait l'honneur de démarrer ce webinaire, et a également pour partenaire économique la Maïf. MapMonde est évidemment ouvert à toute autre participation ou à tout autre mécène et nous serons ravis d'accueillir à bord d'autres partenaires financiers et même non financiers. Alors, je précise juste que pour la première étude, pardon Véronique, pour la première étude produite par la chaire de recherche MapMonde, qui est une étude qui va sortir bientôt sur le secteur de l'assurance, quel rôle de l'assurance dans un monde post-croissance. Cette étude spécifiquement est soutenue également par d'autres partenaires, dont Groupama, et François ici présent en est le représentant éminent, également AXA Climate, ainsi que la Matmut, et Tikeo Capital, qui, sur la première étude spécifiquement dont vous parlera tout à l'heure Véronique, ont contribué à son financement et à sa réalisation. Mais sur la chaire de recherche, à proprement parler, sur les 3 années et sur tout le programme que Véronique va vous présenter, à ce stade, il y a 2 partenaires économiques sur la durée, que sont la Fondation Cyburn Impact et la Maïf. Merci pour toutes ces précisions, Cyril. Effectivement, je n'allais pas être aussi détaillée. Merci d'avoir ajouté ces informations. Donc, je vais donc développer maintenant en vous présentant le programme de recherche de MapMonde. Donc, MapMonde va travailler sur les mesures pour mesurer autrement, de manière à construire un monde durable et soutenable. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui tous conscients des effets des changements climatiques et surtout de leurs conséquences sur les ressources d'énergie, sur les dommages causés aux personnes et aux propriétés, sur les difficultés qu'ils causent en termes d'approvisionnement en eau. On vient d'évoquer le sujet avec Béatrice, justement, sur généralement les déplétions des ressources naturelles ou sur la baisse des rendements agricoles. La question a été posée aussi dans la présentation qui vient de précéder, sur l'atteinte à la santé des individus. Face à ces effets, face à l'ensemble de ces conséquences, on a vu fleurir récemment de nombreuses réponses réglementaires et en particulier depuis les accords de Paris. Parmi les nouvelles réglementations, on peut nommer la SFDR qui s'adresse au secteur financier et qui a déjà quelques années, la CSRD qui vient d'être adoptée et qui va produire ses premiers éléments de publication d'informations de durabilité dès l'année prochaine. La SEC, la Security Exchange Commission, a produit son propre référentiel il y a une dizaine de jours à peu près. Et enfin, les IFRS avec l'ISSB ont déjà produit 2 standards, S1 et S2, alors que la CSRD, elle, est accompagnée de 12 standards de durabilité. Il y avait même plus que temps. Même. Emmanuel Flores, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Je vais donc vous présenter l'agenda de recherche de MapMonde. L'agenda va se dérouler en 3 grandes étapes. Dans une première étape, on va procéder par état des lieux, c'est-à-dire qu'on va préciser le contexte dans lequel les recherches vont être menées. Alors, d'une part, nous allons préciser, nous allons recenser les initiatives d'assurance qui vise à adapter les propositions, les offres des assureurs aux nouvelles conditions dans les limites planétaires. Nous allons ensuite recenser les méthodes, outils et sources d'information, les pratiques effectives réalisées par les entreprises, donc la communication qui va être publiée dans le cadre de CSRD, mais que l'on peut comparer aussi à la communication réalisée dans le cadre de NFRD qui l'a précédée. Nous allons également définir et examiner les controverses. Je détaillerai chacun de ces projets ensuite, d'ici quelques instants. Dans un deuxième temps, nous allons employer cette information pour construire des diagnostics de responsabilité. Il s'agira d'observer
comment les entreprises gèrent les controverses et comment ces controverses surviennent, et s'il est possible de les éviter. Et il s'agira également de produire un premier label de produits d'assurance, on parlera d'assurance dommage et donc d'assurance responsable. Enfin, dans un dernier temps, nous évoquerons la gestion à long terme de ces actions de durabilité. Et après les avoir observées, diagnostiquées, il s'agira de les accompagner sur le long terme. Et pour cela, à cet effet, nous examinerons les conditions d'application d'un modèle de comptabilité durable ou de comptabilité multicapitaux. Je vais vous présenter chacun des projets maintenant tour à tour, mais en même temps que se dérouleront l'ensemble de ces projets, et je vous donnerai l'agenda année par année à la fin de cette présentation. Il y aura un projet qui sera transversal, qui consistera à diffuser et à vulgariser l'ensemble des travaux de recherche, et nous l'évoquerons rapidement, notamment via une plateforme open source. Nous nous inscrivons complètement dans l'esprit des travaux que vient de présenter Béatrice. Parlons du projet numéro 1. Le projet numéro 1 vient d'être évoqué par Cyril Vu, qui est avec nous ce matin. Il s'agit d'une étude prospective réalisée, donc portée par Profil et la Fondation Actionnaire Cyber Impact, avec les partenaires nommés, donc Tikeo, Groupama, Emaif, et AXA Climate, et Matmut. Voilà. Ce rapport va être délivré courant 2024 et porte le titre provisoire de la question qu'il pose. Quelle assurance dans un monde en post-croissance? Comment protéger à l'aune des limites planétaires? Le rapport sera présenté le 18 juin 2024 lors d'un événement qui se déroulera à la BNF. Vous êtes tout à fait invités à y participer. Et pour vous inscrire, nous vous invitons à nous suivre sur le site de Cyber Impact, dont l'adresse s'affiche ici sur votre écran. Il n'est pas encore possible de s'inscrire immédiatement, mais ça ne va pas tarder. Donc, je vous invite à nous suivre et vous pourrez nous rejoindre, être avec nous le 18 juin pour la sortie de ce rapport. Je passe au projet numéro 2. Le projet numéro 2, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure. Il s'agit ici de créer une plateforme qui va aider les entreprises et le secteur financier à produire des informations durables. Et comment est-ce que cette plateforme va pouvoir apporter de l'aide? Eh bien, en recensant, en qualifiant les méthodes, les outils, les cadres de reporting de durabilité et en recensant également les sources d'informations qui seront disponibles pour les entreprises et les acteurs du secteur financier. Ce travail s'inscrit dans la continuité d'un travail qui avait été réalisé dans le cadre d'un programme de recherche porté par le Collège des Bernardins et AgroParisTech et intitulé « Économie et société, entreprises humaines, écologie et philosophie comptable ». Avec Shona Russell et un ensemble de chercheurs, nous étions une dizaine dans cet axe de recherche, nous avions déjà réalisé une première cartographie que vous voyez à gauche de votre écran, recensant une quarantaine d'initiatives de production d'informations de durabilité que nous avions cartographiées en fonction de l'approche qu'elles emploient. On a vu avec Béatrice l'exemple d'une approche qui part d'un périmètre collectif et qui permet de descendre au niveau microéconomique. Et on a également des approches qui peuvent fonctionner dans le sens inverse, c'est-à-dire partir par exemple des fiches d'écriture comptable et d'en déduire les émissions de carbone en scrutant par exemple les postes de transport. Donc, on a ici sur l'axe vertical la variation des périmètres du collectif vers le haut au niveau micro, donc de l'entreprise vers le bas. Et puis, on a aussi en abscisse une cartographie en fonction de la mesure ou de la production qui est proposée. Qu'il s'agit d'un engagement, donc d'une quantité qui peut figurer au bilan, ou est-ce qu'il s'agit d'une mesure d'impact avec des relations avec les parties prenantes? Pour analyser ces différentes initiatives, nous avions également déployé un outil d'analyse critique de ces analyses. Nous allons donc étendre ce travail en procédant à l'analyse critique et en continuant de répertorier les cadres d'analyse. J'en comptais 67 à la fin de 2003, donc on avait déjà largement augmenté le nombre d'initiatives qu'il est possible d'examiner. J'imagine qu'elles seront une bonne centaine dès cet été.
Donc, les questions que ce projet de création de plateforme va poser sont les suivantes. Quelles sont les informations que les entreprises doivent et peuvent publier et quels sont les cadres d'analyse à leur disposition pour les accompagner dans cet effort de publication? Puisque les ESRS requièrent également les mesures d'impact, de risque et d'opportunité, on va se demander comment mesurer la matérialité d'impact, comment mesurer l'importance d'un risque et d'une opportunité. Et également, je l'ai déjà dit, quelles sont les sources de données qui vont nous permettre de progresser dans cet effort. Il s'agit donc de recenser les méthodes et les sources et de produire une analyse critique. L'objectif est donc d'identifier les mesures d'impact et de gravité et d'identifier ces sources d'informations qui seront pertinentes. La production qui en résultera et qui sera utile pour le secteur financier et pour les acteurs économiques est à la fois un état de l'art de ces indicateurs de durabilité, mais aussi un guide d'usage, des cadres d'usage ou des initiatives de reporting. L'ensemble sera donc disponible sur une plateforme open source où nous publierons l'ensemble des conclusions de nos travaux. Pour vous donner quelques exemples concrets, je vais illustrer les outputs potentiels avec des résultats d'initiatives ayant déjà été publiés. On a par exemple ici le Sustainability Reporting Navigator qui a dans un premier temps listé les points de données, donc les data points exigés par de nombreux cadres de reporting, ici les ESRS, le GRI et les IFRS, de manière à les combiner. On a par exemple ici, en deuxième ligne, l'item qui requiert la justification du choix de l'année de référence qui va servir de base de comparaison, donc de baseline, pour comparer les émissions de CO2, puisqu'on est ici dans le cadre des métriques d'émissions qui vont suivre. Eh bien, cette justification, elle n'est demandée que par le standard GRI 305. En revanche, les volumes d'émissions de gaz à effet de serre brut sont demandés à la fois par ESRS-E1, IFRS S2 et le GRI 305. On a donc ici une liste de couverture des différents cadres, de couverture des data points par les différents cadres de reporting. C'est un output qui peut résulter de notre analyse. Un autre exemple concret est celui des guides qui ont déjà été publiés. On a des guides d'usage de différentes initiatives, en général en petit nombre, publiés par le CERCES, le C3D. Ici, à droite, on trouve par exemple Finance for Biodiversity, où vous allez trouver en ligne les cadres qui ont été examinés et en colonne les destinataires des informations publiées par ces cadres ou les sujets qui sont abordés par ces différents cadres. On voit par exemple que chacun des cadres va demander des indicateurs de mesure ou de données et que deux d'entre eux, par exemple, la TNFD et Nature Finance, n'exigent pas de définir des cibles de réduction d'émissions, par exemple. Donc, l'ensemble de ces cadres ne va pas répondre à l'ensemble des exigences de production de data point par la CSRD. J'ai oublié de le dire, mais l'étendue de notre analyse sera avant tout européenne et nous allons nous intéresser plus particulièrement aux exigences de publication, évidemment en Europe. Je passe au troisième projet. Le troisième projet va aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Au-delà du recensement et de l'analyse critique, il va s'agir de construire une grille d'analyse des pratiques de communication de durabilité et d'analyse des impacts ESG. Alors, quelques travaux préliminaires nous ont déjà indiqué quels étaient les cadres de reporting utilisés par les entreprises publiantes. Ici, le travail d'un doctorant, Anis Chami, qui va bientôt soutenir sa thèse, nous indique sur un échantillon de 1018 entreprises européennes
que le cadre de reporting le plus employé par les entreprises est celui des objectifs de développement durable, qu'on trouve ici à droite. Les statistiques proviennent des années 2020 et 2021. On a donc plus de la moitié des entreprises qui, en 2021, avaient ou faisaient à minima référence à un objectif de développement durable. Les objectifs de développement durable sont suivis de près par le GRI et la TCFD que vous trouvez ici à gauche. On a également observé avec un petit peu plus de détails quels étaient les objectifs de développement durable parmi les 17 qui sont disponibles, qui ont été publiés par l'ONU, quels étaient les objectifs qui étaient les plus mentionnés, soit dans les documents d'enregistrement universel, soit dans les rapports de durabilité produits par les entreprises. Eh bien, le plus mentionné en 2020, cette étude-là date de 2020, était l'ODD 14, Life Below Water, donc la vie sous l'eau. Il faut se rappeler qu'en 2020, on a énormément parlé des pollutions plastiques, du continent de plastique dans l'océan. Malheureusement, en dépit de l'intérêt qu'ont eu les entreprises en 2020 pour cet ODD, le continent a accru sa surface entre-temps. Voilà pour les travaux préliminaires, mais on peut aller plus loin. On peut aller beaucoup plus loin. On peut se demander quelles sont les informations de durabilité qui ont fait l'objet de publications, à la fois dans le cadre de la NFRD, ce que l'on vient de voir, mais aussi une fois la CSRD adoptée, et aussi dans le cadre pour le secteur financier de la SFDR. On peut aussi examiner, et c'était l'objet du travail d'Anis Chamy, mais nous n'avons pas poussé l'analyse jusque-là. L'échantillon avait été constitué pour qu'on puisse effectuer des analyses sectorielles. On peut se demander quelles sont les spécificités sectorielles, d'autant que certaines informations vont être obligatoires, alors que d'autres seront publiées sur base volontaire. On peut donc observer les comportements des entreprises à l'intérieur d'un secteur. Face aux controverses que j'ai mentionnées tout à l'heure, on peut se demander dans un premier temps ce que sont des controverses et ensuite examiner quel est le contexte de survenance de ces controverses et aller plus loin en se demandant si on peut détecter les défaillances dans la responsabilité et donc la survenance de controverses. Peut-on prévoir la survenance de controverses, notamment des controverses environnementales et sociales ? Enfin, comment les entités sujettes à controverse rétablissent-elles le retour à la responsabilité une fois la controverse passée? Pour ce faire, nous allons utiliser des approches de recherche tout à fait classiques, analyse statistique, analyse de contenu, analyse des mécanismes de réponse. Je vais vous proposer quelques illustrations dans un instant. Il s'agit d'identifier les éléments clés de communication sectorielle et de mettre en évidence les facteurs explicatifs des controverses et des réponses responsables. Pour le secteur financier, il pourra disposer à terme de méthodes d'ajustement sectoriel pour conduire l'analyse de durabilité. Et il pourra également disposer d'outils d'alerte, d'identification des signaux faibles, annonciateurs de controverses, et il se dotera d'une meilleure compréhension des mécanismes responsables de gestion des actions post-controverse. Quelques exemples concrets pour vous montrer quels peuvent être les résultats de ce type de recherche. Ici, nous avons un outil, encore une fois, publié par Sustainability Reporting Navigator, qui a passé au crible les entreprises soit de l'Eurostoxx, soit du DAX 40, au crible donc d'une grille qui va mesurer, alors vous le voyez à droite ici, le nombre de références qu'emploient les entreprises dans leur communication financière et extra-financière aux data points, soit des ESRS, soit des IFRS, soit du GRI. Ici, j'ai affiché les nombres de data points des ESRS qui sont couverts dès 2021 et relatifs aux métriques d'émission par les entreprises du STOXX 50. On voit donc que BMW a fait référence à 49% des data points, ce qui ne préjuge rien de l'impact
qu'a BMW. Simplement, ces data points sont évoqués dans son rapport et qu'il existe encore un grand nombre d'entreprises puisque l'information n'est pas obligatoire, donc un grand nombre d'entreprises qui ne divulguent aucun des points qui sont requis par les ESRS, qui, je le rappelle, à l'époque n'étaient pas ni adoptés ni connus. Un autre exemple d'outil potentiel, ici nous avons les travaux de Sandberg et al. Menés il y a 2 ans maintenant, en 2022. Ce sont des collègues suédois également. Ils ont examiné les controverses de gouvernance en procédant par étapes. Donc là aussi, on commence par un état des lieux. Quelles est la probabilité ou quelle est la fréquence de survenance des controverses. Ils ont employé différents modèles d'intelligence artificielle pour déterminer les corrélations de ces controverses, pour examiner les corrélations de ces controverses avec divers indicateurs, qu'il s'agisse d'indicateurs de performance financière, opérationnelle ou autres, afin de définir des modèles de prédiction. Et on trouve à droite ici les poids des différents facteurs qui pourraient expliquer la survenance de controverses. Leurs travaux sont des travaux séminaux, donc les premiers. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à défricher, et spécifiquement en ce qui concerne les controverses environnementales et sociales, et que l'on peut poursuivre et même étendre les variables que l'on peut examinables pour expliquer ou comprendre comment se forme et comment se réduit une controverse. Enfin, un troisième exemple a été produit, un troisième exemple de résultat a été produit par Flammer, qui elle aussi a utilisé un outil d'analyse, alors non pas des controverses, mais là il s'agit d'examiner comment les actions et les décisions prises dans les entreprises sont cohérentes avec les informations de durabilité. Pour cela, il est possible d'examiner les résolutions qui sont proposées en Assemblée générale. Est-ce qu'elles sont proposées? Est-ce qu'elles sont acceptées? Est-ce qu'elles sont présentées donc, au vote? Et lorsque un vote a lieu, quel est le résultat de ce vote? Donc voilà les travaux conduits par Flammer et qui nous indiquent quel est le comportement d'une entreprise et quel peut être son alignement sur les objectifs de durabilité. Je passe au 4e projet. Nous avons parlé tout à l'heure, dans le cadre de la présentation de Béatrice Cronat, de labellisation. Eh bien, le projet MapMonde a l'ambition, lui aussi, de proposer un label d'assurance responsable en conduisant une étude exploratoire sur la conception d'une grille d'un référentiel commun aux organismes d'assurance qui permettra d'apprécier l'impact ESG d'un produit d'assurance. En particulier, nous allons nous intéresser à l'assurance dommages et produire un label qui sera disponible pour l'ensemble des acteurs de l'assurance. Le projet numéro 5 est le projet, rappelez-vous, qui arrive en fin de parcours et qui nous permet de gérer dans un temps long, dans la longueur, la production de données de durabilité. Et il interroge la pertinence des méthodes de comptabilité multicapitaux qui pourraient accompagner le secteur financier. Il y a des débats spécifiques au secteur financier, notamment la comptabilisation du scope 3. Eh bien, nous allons aborder ces questions dans le cadre du projet 5 qui cherchera à déterminer les critères et les conditions d'applicabilité d'une comptabilité multicapitaux, de contribuer donc à l'émergence de ces méthodes qui s'inscrivent dans le long terme et d'adapter la comptabilité multicapitaux aux spécificités du secteur financier. Il existe de nombreuses expérimentations qui ont déjà eu lieu en matière de comptabilité multicapitaux. Nous capitaliserons sur ces expérimentations pour en mener de nouvelles.
Enfin, nous allons diffuser et vulgariser l'ensemble des travaux de recherche conduits par MapMonde de façon tout à fait classique pour des recherches scientifiques. D'une part, en organisant des événements dans le cadre de l'Institut Louis Bachelier qui nous porte. La première conférence que nous allons organiser, hormis cet événement auquel vous participez aujourd'hui, sera une conférence de l'EIASM. L'EIASM, c'est le European Institute for Advances in Science of Management, qui est basé à Bruxelles. Cette conférence portant sur Intangibles and Sustainability, donc les incorporels et la durabilité, se déroulera les 19 et 20 septembre prochains à Grenoble. Donc, nous vous invitons à y participer et à vous rendre éventuellement sur le site de l'EIASM pour trouver notre appel. Hormis cette conférence, nous organiserons différents workshops ou séminaires sur des sujets spécifiques auxquels nous ferons intervenir des experts comme Béatrice que nous avons eu l'honneur d'accueillir ce matin. Nous participerons également au Club de la transition de Cyber d'Impact qui est notre partenaire fondateur. Nous avons déjà évoqué la plateforme d'information. Donc, la plateforme d'information est un de nos délivrables importants, un de nos délivrables majeurs. Mais nous délivrerons également des publications classiques, scientifiques ou envers des journaux plus professionnels comme la Revue française de comptabilité ou en participant à des conférences que nous ne porterons pas ou qui figurent hors du réseau de l'Institut Louis Bachelier. Évidemment, nous avons commencé à construire des partenariats académiques et des partenariats avec le secteur financier et le secteur non financier. Et nous sommes ravis d'accueillir d'autres partenaires, de rencontrer d'autres partenaires potentiels, soit financiers, soit des partenaires qui nous donneraient accès à des terrains de recherche. Nous vous indiquerons dans le dernier slide la manière dont vous pouvez nous contacter. Le programme de recherche de l'ensemble de ces projets va s'échelonner sur 4 années et se dérouler de la manière suivante. Les 2 premiers projets sont prêts à démarrer. Le premier projet numéro 2 démarrera dès le 8 avril. Les autres démarreront l'année prochaine, dans un an et demi. Nous avons, pour suivre l'ensemble de ces travaux, réuni un comité scientifique qui n'est pas complètement exhaustif et je sais que certains des membres de ce comité scientifique sont dans l'audience aujourd'hui. Il compte des experts en sciences environnementales, dont le nom est écrit en vert, des experts en sciences de gestion, et une experte en droit, et en particulier en droit des données et des données comme commun, ce qui nous intéresse pour développer notre plateforme. Chacun des membres, chacun des experts de ce comité scientifique possède des compétences particulières sur certains projets, donc sera sollicité sur les projets de son expertise. Le comité scientifique se réunira une fois par an. Il aura un but consultatif. Il consultera donc les travaux, validera les travaux et éventuellement participera au recrutement des jeunes chercheurs que nous embaucherons pour conduire nos travaux. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de MapMonde. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous à la fois sur le site de Cyber d'Impact, dont l'adresse se trouve à la gauche de votre écran, ou sur le site de l'Institut Louis Bachelier où vous allez retrouver les informations relatives à MapMonde. Vous trouvez également à droite de votre écran l'adresse mail de Cyril Vu, qui nous a fait l'honneur d'ouvrir cette présentation, et mon adresse email, puisque je suis maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes, comme l'avait annoncé Cyril en début de ce webinaire. Très grand merci à toutes et à tous de votre participation et à votre disposition, un message plus privé pour avancer et voir ce qu'on peut faire ensemble. Et très bonne journée à vous tous et à vous toutes. Merci pour votre temps ce matin. Merci. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.